Le peintre préféré des Américains avait un secret qui aurait pu détruire tout ce pour quoi il avait travaillé. Derrière les visages joyeux, les familles souriantes et la chaleur nostalgique des petites villes américaines, Norman Rockwell cachait une vérité que peu de gens connaissaient. En 1964, il a peint quelque chose qui a brisé l'illusion, une scène si puissante qu'elle a fait pleurer des hommes adultes et forcer des mères à couvrir les yeux de leurs enfants. Elle montrait le côté de l'Amérique que personne ne voulait voir. Les galeristes ont refusé de l'exposer. Les journaux ont refusé de l'imprimer. Ses amis l'ont averti que cela pourrait mettre fin à sa carrière. Mais Rockwell l'a quand même peinte. Il savait que cette image, brute, douloureuse et brutalement honnête, risquait de détruire sa réputation, mais il ne pouvait pas s'en détourner. Ce qu'il a créé cette année-là a révélé le véritable Norman Rockwell, non pas le conteur sentimental de la vie américaine, mais un homme aux prises avec la vérité, la moralité et l'âme d'une nation. Norman Perceval Rockwell est né le 3 février 1894 à Harlem, New York, au 789 Saint-Nicolas Avenue. Ses parents Jarvis et Nancy Rockwell étaient des gens modestes. Son père a passé sa vie à travailler pour une entreprise textile de Philadelphie de manière régulière, mais sans faire de vagues, tandis que sa mère s'occupait de la maison familiale avec une discipline tranquille. Il n'était pas riche, mais il parvenait à s'en sortir. Norman avait un frère aîné, Jarvis Jr., bien qu'ils n'aient jamais été très proches l'un de l'autre. La maison était un curieux mélange de religions, presbytérienne d'un côté, épiscopalienne de l'autre. Et bien qu'elle ne soit pas trop stricte, la religion était toujours présente dans l'air comme un rappel silencieux du bien et du mal. Les racines de la famille Rockwell remontent à l'Angleterre du XVIIe siècle, à un homme nommé John Rockwell, qui avait traversé l'Atlantique sur le Hopewell en 1635 pour participer à la colonisation du Connecticut. Ces racines profondes de la Nouvelle-Angleterre, travail acharné, foi et persévérance, allaient façonner l'idée que Norman se faisait de ce que signifiait vraiment américain. Dès son plus jeune âge, il était différent. Alors que Norman n'avait que 3 ans, son père a commencé à lui lire les œuvres de Charles Dickens. Les mots ne se contentent pas de l'amuser, ils peignent des images dans son esprit. La capacité de Dickens à saisir la lutte de l'humanité à travers des personnages vivants et imparfaits fascinait le garçon. Le soir, il s'assoit en silence, les yeux écarquillés, pendant que son père lit Oliver Twist ou David Copperfield. Son père aimait copier les dessins des livres, et Norman l'observait attentivement, sa fascination grandissant. Cette étincelle, le mariage de la narration et de l'image, est devenu sa vocation. Son grand-père maternel était lui aussi peintre, mais il n'a jamais connu le succès. Il peignait des paysages tranquilles pour un salaire modeste, mais sa vie artistique insatisfaite semblait transmettre quelque chose au jeune Norman, une soif d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas. Leur maison était peut-être petite, mais elle était remplie de créativité, de littérature et de lutte tranquille. À l'âge de 9 ans, Norman se sentait déjà comme un étranger. Il est grand, douloureusement mince et maladroit. À l'école, il ne s'intégrait pas. Les sports lui échappaient et les amitiés étaient difficiles à nouer. Le dessin est devenu son échappatoire, un monde qu'il pouvait contrôler lorsque le monde réel n'avait aucun sens. Il passe des heures à dessiner des visages des animaux et des scènes de la vie quotidienne en exagérant souvent les traits avec humour. Grâce à l'art, il a appris à rire de la douleur. En 1903, sa famille s'installe à Mamaroneck, une petite ville du comté de Westchester.
ce déménagement a tout changé. Les rues bondées de Harlem disparaissent au profit de ruelles tranquilles d'un ciel ouvert et du rythme de vie d'une petite ville. Ici, Norman a trouvé l'inspiration dans les gens ordinaires, commerçants, pêcheurs, enfants en train de jouer. Il est tombé amoureux de la poésie simple de l'existence quotidienne. C'est à Mamaroneck qu'il a rencontré pour la première fois les œuvres de Howard Pyle, le grand illustrateur américain dont les représentations romantiques de l'aventure et de la vertu ont enflammé son imagination. L'argent est rare, mais la mère de Norman soutient son rêve. Il économise chaque centime pour acheter du matériel artistique et dessine sans cesse. Alors que sa famille allait à l'église et s'accrochait à de modestes espoirs, Norman a construit son propre hôtel, fait de papier de crayon et de détermination. À l'âge de 14 ans, il a pris une décision qui a changé sa vie, quitter l'école secondaire et étudier l'art à plein temps. Il s'inscrit à la Chase School of Fine and Applied Art à New York, faisant quotidiennement la navette en train. L'école lui ouvre les yeux sur la discipline et la rigueur du métier. Dessiner d'après des modèles vivants est un choc pour ce garçon élevé dans un modeste foyer religieux, mais il persévère. Son objectif était clair. En 1910, il est transféré à la National Academy of Design, puis à l'Art Students League de New York. Il y étudie avec des maîtres tels que Thomas Fogarty, George Bridgman et Frank Vincent Dumond. Fogarty lui apprend à raconter des histoires par l'illustration. Bridgman lui enseigne l'anatomie et la structure jusqu'à ce que ses personnages respirent de la vie sur la page. Sous leur direction, Norman s'est rendu compte qu'il ne voulait pas être un bel artiste qui peignait pour les galeries. Il voulait toucher les gens. Il voulait raconter des histoires. En 1912, alors qu'il n'a que 18 ans, Norman décroche sa première commande professionnelle. Il illustre Tell Me Why Stories de Carl H. Claudi. La rémunération, $150 est modeste, mais l'opportunité est monumentale. Son professeur Fogarty le présente à Edward Cave, rédacteur en chef de Boys Life, le magazine officiel des Boy Scouts d'Amérique. Norman, nerveux et plein d'espoir, montre ses croquis. Cave y voit quelque chose de rare du cœur. Il l'engage immédiatement. Au cours des années suivantes, Rockwell créera des centaines d'illustrations pour Boys Life capturant l'idéal sain de la jeunesse américaine. Campèrent à la belle étoile saluer le drapeau se tenir debout. Son art a défini l'image du Boy Scout, transformant les valeurs du mouvement en légende visuelle. En 1913, alors qu'il n'avait que 19 ans, Norman Rockwell était rédacteur artistique à plein temps de Boys Life, une réussite stupéfiante pour quelqu'un d'aussi jeune. Mais le succès ne lui a pas permis de se reposer sur ses lauriers. Il s'est mis à travailler plus dur. Il ressent le poids de la responsabilité, non seulement envers ses employeurs, mais aussi envers le public. Il voulait que son art ait un sens. En 1914, Rockwell s'installe dans une vieille grange ayant appartenu au peintre de l'Ouest, Frederick Remington, dont il partage l'atelier avec son ami Clyde Forsyth. C'est là, entouré des échos de géants artistiques, que Rockwell ose rêver plus grand. Forsyth le pousse à soumettre des œuvres au Saturday Evening Post, le magazine le plus prestigieux d'Amérique. Et bientôt sa vie va changer pour toujours. Les couvertures des postes de Rockwell allaient définir une époque des familles réunies pour le dîner des barbiers de petites villes des garçons jouant au baseball. Son art est devenu le miroir dans lequel l'Amérique se voyait elle-même. Mais sous ce doux reflet
se cachait un homme qui connaissait les fissures du pays. L'inégalité, la douleur, les choses que personne ne voulait voir. En 1964, il peindra enfin ce que d'autres craignaient. Non pas l'Amérique dont les gens rêvaient, mais celle qui existait vraiment. Le tableau qui a failli détruire sa carrière, celui qui a révélé qui était vraiment Norman Rockwell. Il était en train de devenir quelque chose de plus grand. En 1915, Norman avait 20 ans et avait convaincu sa famille de déménager à New Rochelle. C'était une décision intelligente. C'est à New Rochelle que vivaient les plus grands illustrateurs. Des artistes comme Joseph Leyendecker, l'une des plus grandes inspirations de Norman, y avaient des studios. Le fait de se trouver dans cet environnement créatif a poussé Norman à aller encore plus loin. Il s'est fait de nouveaux amis, a rencontré des mentors et est resté proche du monde de l'édition à New York. C'était une décision risquée sur le plan financier, mais elle lui a ouvert des portes qu'il n'aurait jamais pu atteindre autrement. Puis vint l'année 1916. Norman avait 22 ans. Cette année-là, tout a changé. Il soumet enfin des travaux au Saturday Evening Post. Sa première couverture paraît en mai. 1916 et fait l'effet d'un coup de tonnerre. Entre ce premier numéro et janvier 1917, il a déjà peint 6 couvertures pour le Poste. Les gens l'ont remarqué. Même le magazine Life a publié une pleine page de publicité qualifiant le Poste de plus grande vitrine d'Amérique. Et le travail de Norman se trouvait en plein milieu. Mais le succès est arrivé vite et fort. À 25 ans, Norman est épuisé. Il a quitté son emploi à Boy's Life pour se consacrer entièrement à la Poste. À cette époque, il a déjà réalisé 25 couvertures et des dizaines d'illustrations. C'était un véritable tourbillon. Même si tout semblait parfait à l'extérieur, Norman luttait toujours contre le doute à l'intérieur. Vers 1911, il a commencé à éprouver un profond sentiment d'insécurité à l'égard de son apparence, de son nom, et même de sa place dans le monde. Il a dit un jour, « Tout ce que j'avais, c'était la capacité de dessiner ce qui, à mon avis, ne comptait pas pour grand-chose. Mais au lieu d'abandonner, il a mis ses sentiments au service de son art. Il a peint des personnes qui se sentaient gênées, nerveuses, négligées. Et ce faisant, il a permis à des millions d'Américains de se sentir vus. » Au cours de l'été 1916, Norman Rockwell a épousé Irene O'Connor, une institutrice de 3 ans, son aînée. La même année, il venait de publier sa toute première couverture pour le Saturday Evening Post. Ils se connaissaient à peine lorsqu'il les a demandés en mariage dans une pension de famille de New Rochelle. Mais dès le début, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Irène voulait une vie familiale normale. Norman ne pouvait s'arrêter de travailler. Il était obsédé par ses peintures et disparaissait souvent dans son art, ignorant tout le reste. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Des années plus tard, il avoua tranquillement quelque chose de déchirant. Après un certain temps de mariage, j'ai réalisé qu'elle ne m'aimait pas. Pourtant, le mariage traîne en longueur pendant près de 14 ans. En 1929, juste après le krach boursier, il décide de prendre des vacances séparées. Irène demande le divorce peu après à Reno. Alors même que sa vie personnelle s'effondre, Norman devient une sensation nationale. De 1916 à 1919, il a créé 25 couvertures pour le Saturday Evening Post, dont beaucoup avaient pour thème la Première Guerre mondiale. L'une d'entre elles montrait un garçon se demandant si un homme de petite taille pouvait être un soldat. Ses œuvres sont omniprésentes. Le magazine Life l'a même utilisé dans des publicités pleines pages pour vendre des abonnements. Mais derrière tout ce succès, Norman n'avait que 22 ans, et c'en était déjà trop pour lui. Il commence à souffrir d'anxiété,
et a l'impression de ne pas pouvoir répondre aux attentes. Son ami Clyde Forsyth remarque que Norman disparaît parfois pendant un certain temps de peur que les gens ne l'oublient. En 1920, son travail artistique change. Il semblait plus raffiné, moins caricatural. Il reçoit les éloges d'artistes sérieux et a manifestement grandi sous la direction de son professeur George Bridgman. Mais la pression n'a pas cessé. Norman s'est effondré sous le poids de tout cela et a souffert de ce que l'on a appelé discrètement une dépression nerveuse. Il a dû s'éloigner pour se rétablir. À cette époque, il se lie d'amitié avec le célèbre illustrateur J.C. Leyendecker, une personne qu'il admirait. Cette dépression a marqué un tournant. Il avait encore une vingtaine d'années et portait déjà le poids d'être l'illustrateur de magazine le plus reconnu d'Amérique. À mesure que les années 1920 avançaient, Norman a commencé à faire plus que des couvertures de magazines. Les grandes marques le recherchent pour leur publicité. En 1923, il a peint une publicité pour Jell-O qui montrait une famille parfaite et souriante dans une cuisine heureuse. Ce genre de chaleur deviendra sa signature. Il a également travaillé pour d'autres magazines. Literary Digest, Country, Gentleman, Leslie's Weekly Judge et Life. Ces annonces sont bien rémunérées et lui permettent d'expérimenter. Mais même à ce moment-là, la pression n'a jamais vraiment disparu. En 1929, alors qu'il séjourne à Louisville Landing, Erin, et lui décide de partir séparément en voyage pendant l'été. Norman se rend en Europe pour visiter des musées en France, en Autriche et en Espagne. À son retour, Irène lui a annoncé qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle voulait divorcer. Même si Norman a l'habitude de flirter avec les femmes, la nouvelle le frappe de plein fouet. Le divorce est se prononcer le 13 janvier 1930 et il s'enfuit immédiatement à Alhambra, en Californie, chez son ami Clyde Forsyth. C'est alors qu'il peint Le Docteur et la poupée. C'est là que Forsyth lui présente Mary Barstow, professeur de mathématiques et écrivain en herbe de 14 ans, sa cadette. Norman l'épouse quelques mois plus tard, le 17 avril 1930, dans le jardin de ses parents. Le couple a rapidement eu 3 fils, Jarvis, Thomas et Peter, mais la santé mentale de Norman se dégrade à nouveau. En 1933, il est hospitalisé pour ce qu'on appelle un épuisement nerveux. Des millions de personnes voyaient son travail chaque semaine, mais personne ne se doutait de la douleur qu'il portait. La même année, il convainc Mary de l'accompagner en Europe, dans l'espoir de raviver sa passion. Ils emmènent leur bébé Jarvis, qui n'a que 5 mois. À Paris, il étudie Rembrandt et d'autres maîtres anciens, mais au lieu de se sentir inspiré, il a sombré dans la dépression. Il a commencé à se considérer comme un imposteur. Il avait l'impression que ses couvertures de journaux du samedi soir étaient insignifiantes par rapport aux grands artistes des musées. Ses pensées sont devenues si sombres qu'il a envisagé de mettre fin à ses jours. Ce voyage a laissé une profonde cicatrice. En 1935, une nouvelle opportunité se présente. On lui a demandé de créer des illustrations pour Tom Sawyer et Huckleberry Finn de Mark Twain. Au début, il ne voulait pas le faire, mais il a accepté. Il s'est rendu à Hannibal, dans le Missouri, pour étudier la ville natale de Twain, et a pris de nombreuses photos de référence, ce qui n'était pas courant chez les peintres sérieux. Les illustrations sont publiées en 1936 et 1940, mais avec le recul, il se sent mal à l'aise. Certains dessins véhiculaient de subtils stéréotypes raciaux. Les années passant et le mouvement des droits civiques prenant de l'ampleur, Norman a admis qu'il regrettait la façon dont il avait représenté certains personnages. Et en 1938, Norman et Mary ont acheté une ferme de 60 acres à Arlington, dans le Vermont. Ils souhaitaient une vie paisible pour leur famille.
et au début tout semblait parfait. Ils assistent à des danses carrées et à des réunions municipales, mais derrière les sourires, les choses se dégradent. La consommation d'alcool de Mary s'est aggravée. Norman écrit dans son journal qu'elle devient distante et colérique lorsqu'elle boit. Il ne pouvait même plus profiter des choses simples, comme nager dans la rivière sur leur terrain. Il disait que l'eau était trop froide, mais la vérité était qu'il était anxieux en permanence. En 1939, Norman a entamé une thérapie avec Erik Erikson, un célèbre psychanalyste qui avait fui l'Allemagne nazie. Erikson l'a aidé à comprendre que nombre de ses peintures joyeuses étaient en fait un moyen de guérir d'une enfance solitaire. La mère de Norman était froide et distante. En grandissant à New York, il ne s'est jamais senti à sa place nulle part. Ses peintures de famille chaleureuses et heureuses étaient ce qu'il souhaitait avoir. La thérapie l'a aidé à comprendre cela. Elle lui a donné la force de continuer à peindre avec un sens. En 1942, il a l'idée de réaliser 4 tableaux en s'inspirant du discours du président Roosevelt sur la liberté. Liberté d'expression, liberté de culte, liberté de vivre à l'abri du besoin et de la peur. Il les a présentés au Saturday Evening Post, mais celui-ci n'était pas très enthousiaste. Il pensait que l'idée risquait de contrarier les lecteurs, mais Norman y croyait tellement qu'il a financé lui-même le projet. Il utilise ses voisins du Vermont comme modèle et consacre des mois à ses peintures. L'année suivante, en 1943, les Four Freedom sont partis en tournée dans 16 villes et ont permis de récolter 132 millions de dollars en obligations de guerre, ce qui équivaudrait à plus de 2 milliards de dollars aujourd'hui. Plus de 1,2 million de personnes ont vu les peintures. Norman s'est même présenté pour signer des tirages, mais tout le monde n'était pas content. Certains Américains étaient en colère contre la peinture liberté de culte, qui montrait des personnes de race et de religion différentes priant ensemble. Rockwell a reçu des courriers haineux l'accusant de promouvoir la mixité raciale et les idées communistes. Certaines villes du Sud ont refusé d'afficher les posters. Mais la tournée a tout de même connu un succès retentissant. Cette même année, un événement terrible s'est produit. À la fin de l'année 1943, tout le studio de Norman brûle dans un incendie. Il perd des centaines de peintures d'accessoires de costumes. Et tous ces objets personnels d'une valeur d'environ 100 000 $ à l'époque, soit plus de 1,5 million de dollars aujourd'hui. Certains voisins ont dit qu'il s'agissait d'un accident dû aux cendres de sa pipe. D'autres, dont Norman, soupçonnent qu'il s'agit d'un incendie criminel. Il s'était disputé avec un voisin au sujet des limites de la propriété. Personne n'a jamais rien prouvé. Ce qui comptait, c'était la perte, son travail, son matériel, ses pipes préférées. En une nuit, les habitants de la ville lui ont apporté de nouvelles pipes en signe d'amour. Toujours en 1943, il a peint Rosie the Riveter pour la couverture du Saturday Evening Post. Rosie était forte et confiante, écrasant le livre d'Hitler sous son pied. Elle était inspirée d'une opératrice téléphonique de 19 ans, Mary Louise Doyle. Norman a fait paraître Rosie beaucoup plus grande que son modèle réel, ce dont il s'est ensuite senti coupable. Mais si l'image est devenue emblématique, de nombreux lecteurs masculins ont été furieux. Ils ont déclaré que cette image n'était pas naturelle et ont annulé leur abonnement au magazine. Ils ne voulaient pas voir des femmes occuper des emplois réservés aux hommes. Mais Norman avait déjà contribué à façonner un nouveau type de héros américain. Derrière ce succès, son mariage s'effondre. La consommation d'alcool de Mary s'est aggravée au cours des années 1940 et 1950. Elle a dû se rendre au centre Austin Riggs pour des soins psychiatriques. Ce centre se trouve à 90 minutes en voiture de leur maison du Vermont. Elle y restait parfois pendant des mois. En 1952,
Elle reçoit même des électrochocs. Norman se sentait isolé. Il a trouvé un soutien émotionnel auprès des femmes qu'il peignait, établissant des liens étroits et discrets qui l'ont aidé à survivre. En 1953, ils déménagent à Stockbridge dans le Massachusetts pour que Mary puisse se rapprocher du centre de traitement. Norman entreprend lui aussi une thérapie, essayant de faire face au poids de tout cela, la célébrité, la pression, la tristesse à la maison. En 1946, Norman Rockwell publie son autobiographie intitulée « Il y raconte comment il s'est souvent senti peu sûr de lui et a eu peur d'échouer, alors que les gens le considéraient comme un symbole du bonheur américain. Il a parlé de son stress permanent, de la pression des délais et de son perfectionnisme. Mais il n'a pas parlé d'une chose beaucoup plus sombre. Nombreux sont ceux qui pensent aujourd'hui qu'il prenait des amphétamines pour tenir le rythme de travail intense. Il a peint des familles heureuses, la vie d'une petite ville et des visages souriants, tout en luttant discrètement contre l'anxiété et la dépression dans les coulisses. Le livre a omis cette partie. Il s'agissait d'une histoire sûre, pas d'une histoire complète. En 1951, Rockwell installe sa famille à Stockbridge dans le Massachusetts. La plupart des gens pensaient que c'était simplement pour le cadre paisible, mais la vérité était que sa seconde femme, Mary, était très malade. Elle luttait contre l'alcoolisme et une profonde dépression. Elle suivait un traitement au centre Austin Riggs, un hôpital psychiatrique réputé de la ville. Elle a même subi des électrochocs. Rockwell a travaillé dur pour payer tout cela en acceptant des annonces en série et des couvertures de magazines qui l'ont aidé à couvrir ses frais médicaux, alors que ses œuvres d'art montrent une Amérique parfaite, sa vraie maison, et remplie de douleur et de peur. Stockbridge ressemblait à un rêve, mais ils étaient là parce que c'était l'un des rares endroits où l'on pouvait trouver le type d'aide psychiatrique dont Mary avait besoin. En 1953, un nouveau type de problème est apparu au sein de sa propre famille. Son fils Peter s'est exprimé publiquement, affirmant que son père était émotionnellement distant et obsédé par son travail. C'est devenu un scandale. Mais des lettres retrouvées plus tard par le petit-fils de Rockwell racontent une autre histoire. Elles montrent que Norman a essayé d'être présent. Il aidait ses fils, leur donnait de l'argent pour des projets artistiques et avait même construit un mini-studio pour Jarvis, son aîné. Pourtant, le perfectionnisme de Norman prenait parfois le dessus. Il lui a fallu près d'un an pour terminer la couverture d'un magazine et il a dû emprunter de l'argent à la banque pour rester à flot pendant qu'il la repeignait encore et encore. Il voulait que tout soit parfait, mais c'était au détriment du temps passé avec sa famille. En 1959, Mary meurt soudainement d'une crise cardiaque. Norman était effondré. Sa tristesse transparaissait dans ses peintures, mais les magazines n'en voulaient pas. Il rejetait les œuvres les plus sombres et les plus émotionnelles. Il voulait de la joie. Son médecin Erik Erikson lui a dit un jour « Vous peignez votre bonheur, mais vous ne le vivez pas. Ça fait mal. » Il garde son chagrin pour lui et l'étouffe pour continuer à travailler, mais cela l'épuise encore plus. En octobre 1961, Norman se remarie. Sa troisième femme, Molly Ponderson, était une enseignante à la retraite. Il avait 67 ans et elle 65. Il a dit honnêtement aux gens qu'il l'avait épousée parce qu'elle était organisée et qu'il avait besoin d'aide. Il ne pouvait plus s'occuper de l'aspect commercial de son art. Après des années de lutte contre la maladie de Mary et sa propre santé mentale, Molly apporte la paix et l'ordre. Le mariage a surpris tout le monde, mais il a duré jusqu'à sa mort. Ce n'était peut-être pas une histoire d'amour, mais cela lui a donné quelque chose de stable à un moment où il en avait le plus besoin. En 1963, après 47 ans,
Norman a quitté le Saturday Evening Post. Sa dernière couverture était celle du président John F. Kennedy après l'assassinat. Au total, il a peint 321 couvertures pour le magazine, mais Norman a senti que le monde avait changé et qu'il devait changer lui aussi. Il en avait assez de ne peindre que des familles blanches heureuses. Le magazine ne lui permettait pas de montrer des Noirs américains à moins qu'ils ne soient à l'arrière-plan ou qu'ils n'effectuent des tâches de domestique. Il a dit un jour « J'ai représenté le meilleur des mondes possibles ». Ce genre de choses est mort aujourd'hui. Il avait 69 ans et était prêt à dire la vérité. En 1964, il rejoint le magazine Look. Il y trouve la liberté de peindre ce qui lui tient vraiment à cœur, les droits civiques, l'injustice, la vraie douleur. Mais dès qu'il a commencé, les menaces ont fusé. Des lettres haineuses ont été écrites. Certains l'ont traité de traître à la race. D'autres ont dit qu'il le regretterait s'il continuait à peindre des enfants noirs ou à faire preuve de racisme. Certaines menaces étaient si graves que sa vie était en danger, mais il ne s'est pas arrêté. Même à l'âge de 70 ans, il a continué à travailler. La même année, il a peint The Problem We All Live With. Elle montrait Ruby Bridges, une fillette noire de Six Sense, se rendant à l'école avec des membres de la police américaine. S. Marshalls. Sur le mur derrière elle, on pouvait lire des insultes et une tomate éclaboussée. C'était choquant. Les lecteurs étaient furieux. Des milliers d'entre eux ont annulé leur abonnement. Rockwell a pris pour modèle une jeune fille de la région, mais le message était clair et net. Ce n'était pas l'Amérique que les gens voulaient voir, mais c'était la vérité. Rockwell peignait enfin ce qu'il ressentait vraiment. Tout au long des années 1960, il a tenté de compenser la façon dont il avait autrefois peint les Noirs dans des rôles de serviteurs. Il savait qu'il avait mal agi. Il a contacté des groupes de défense des droits civiques, a parlé à des militants, et s'est assuré que son nouveau travail était respectueux et exact. Il ne voulait pas être perçu comme un sauveur blanc. Il voulait montrer les Noirs comme les héros de leur propre histoire. Il a écouté. Il a changé. Plus tard, en 1964, un événement terrible s'est produit. 3 jeunes militants des droits civiques, James Chaney, Andrew Goodman et Michael Schwerner, ont été assassinés dans le Mississippi. Ils tentaient d'inscrire les électeurs noirs sur les listes électorales. Le Ku Klux Klan et la police locale étaient derrière tout cela. Leurs corps ont été retrouvés enterrés dans un barrage. Rockwell n'arrivait pas à dormir. Il a fait des cauchemars. Il a tout versé dans un tableau intitulé « Murder in Mississippi, meurtre dans le Mississippi ». Elle montre leurs derniers instants éclairés seulement par des torches, avec les ombres des tueurs qui les entourent. Il n'a rien fait d'autre pendant 5 semaines. La peinture était brute et douloureuse, mais il devait la faire. En 1967, il peint New Kids in the Neighborhood. Elle montrait des enfants noirs et blancs se rencontrant pour la première fois dans un quartier nouvellement déségrégé. Il était calme, pas en colère, mais plein d'émotions. Il avait 73 ans, était fatigué, mais se battait encore avec son pinceau, en 1978. Une chose étrange s'est produite. 7 peintures de Rockwell ont été volées dans une galerie du Minnesota. Il s'agit du plus grand vol d'œuvres d'art jamais commis dans cet État. L'une des œuvres volées était Taking a Break, une peinture datant de 1919. Celle-ci a été retrouvée en 2017, 40 ans plus tard, dans une maison du New Jersey. Elle avait été achetée il y a plusieurs dizaines d'années pour quelques dollars seulement, après que quelqu'un l'eût endommagée lors d'une partie de billard, mais Rockwell avait d'autres secrets. En 2013, une biographe nommée Deborah Solomon a écrit un livre affirmant qu'il avait caché des dessins érotiques et qu'il avait peut-être des désirs sexuels refoulés même envers les hommes. Elle a cité des extraits de journaux intimes
et des notes dont une concernant une jeune assistante qu'il semblait beaucoup aimer. Certains experts ont estimé que ces allusions étaient réelles. D'autres, dont la petite fille de Rockwell, ont déclaré que ces affirmations étaient erronées et injustes. La vérité n'est toujours pas claire, mais cela a ajouté de nouvelles questions sur qui il était vraiment derrière son image publique. Le 10 janvier 1977, le président Gerald Ford a remis à Rockwell la médaille présidentielle de la liberté. Il s'agit de la plus haute distinction qu'un civil puisse recevoir, mais Rockwell n'y est pas allé. Son fils Jarvis l'a accepté pour lui. Il avait 83 ans et était très malade. En privé, il a confié qu'il avait parfois l'impression de s'être vendu. Il a gagné beaucoup d'argent, mais a renoncé à un art plus profond pour se consacrer à des travaux commerciaux. Il se demandait s'il n'avait pas manqué sa véritable vocation. Il est mort le 8 novembre 1978 à l'âge de 84 ans. Après sa mort, on a découvert qu'il avait environ 50 000 $ de factures de thérapie impayées. Cela représenterait environ 200 000 $ aujourd'hui. Il avait passé sa vie à essayer de faire face à l'anxiété, à la dépression et à l'agitation intérieure, tout en peignant des scènes joyeuses pour le monde. Les factures racontaient une histoire que ses peintures ne racontaient pas. En 2004, un objet incroyable a été découvert derrière un faux mur dans la maison d'un autre illustrateur, Donald Trachta. Il s'agissait de l'original de Breaking Home Ties, l'un des tableaux les plus célèbres de Rockwell. L'homme avait fait une copie parfaite pour cacher la vraie, probablement à cause d'un divorce difficile. Lorsque la vraie peinture a été mise aux enchères en 2006, elle a été vendue pour 15,4 millions de $. Cette découverte a soulevé des questions. Combien d'autres originaux existaient-ils cachés derrière des murs ou conservés dans des lieux secrets